Maintenant que l'on a compris le fonctionnement de la morale aristocratique, il est important d'apporter des éléments sur la manière dont cette morale nous engage à vivre et à exister. En lien avec la séquence, elle permet d'apporter une nouvelle force de vivre, une nouvelle compréhension de ce qu'est justement la force de vivre, peut-être un petit peu plus concrète. Le point de départ, c'est que l'on comprend à l'issue des précédentes vidéos qu'il faut se libérer de la morale qui nous culpabilise. Et il s'agit évidemment, le premier point, je le dis, hein, c'est de se libérer de la morale culpabilisatrice. Et à partir de cette libération de la morale culpabilisatrice, euh, on va pouvoir se permettre de créer des nouvelles possibilités d'existence. Bon, alors il s'agit évidemment de mon interprétation des conséquences de la philosophie de Nietzsche sur la morale aristocratique, mais je pense que je me rapproche du vrai, évidemment. Alors, une fois que l'on considère que la vie est le seul élément qui est important à prendre en compte dans nos actes, on comprend alors que le chemin vers la force revient dans notre quotidien à arrêter de refuser nos envies, c'est-à-dire d'arrêter de devoir rationnellement légitimer tout ce que l'on souhaite faire. Nietzsche pense que tout ne provient pas de la raison mais de la volonté de puissance, et quand on désire quelque chose, il faut arrêter d'essayer de le légitimer par notre raison, de trouver en notre raison une preuve que c'est mal, car on ne la trouvera pas. On peut trouver en nous des raisonnements qui vont nous prouver que c'est inutile, que c'est une perte de temps, mais pas que c'est mal ou que c'est bien. Donc, ça sert à rien d'utiliser la raison pour moraliser finalement, ni d'utiliser la morale en soi. Donc, pas de morale, ni d'utiliser la raison, mais simplement écouter sa volonté de puissance. Donc, on arrête de devoir rationnellement légitimer tout ce que l'on souhaite faire. Et à partir de cela, Nietzsche pense qu'il ne faut pas s'embarrasser de raison tout le temps, et au contraire remettre au centre de notre vie ce que l'on veut qu'elle soit, c'est-à-dire devenir ce que l'on est. Donc je me répète, il ne faut pas s'embarrasser de raison tout le temps et remettre au centre de sa vie ce que l'on veut qu'elle soit. Et à mon sens, ça veut aussi dire devenir ce que l'on est. Cette philosophie montre qu'il ne faut plus toujours se cacher derrière une gentillesse aussi qui finalement risque d'être hypocrite, car elle est l'apanage des faibles qui n'osent pas blesser autrui. Au contraire, il faut savoir s'affirmer et comprendre que la légitimité de toute personne provient de la force que l'on lui concède, parfois à raison, mais parfois aussi à tort. Parfois on concède de la force à autrui, c'est-à-dire qu'on accepte sa supériorité symbolique par simplement peur de s'affirmer. Et ça, c'est ce qu'il faut combattre pour Nietzsche, parce que ça, c'est se cacher derrière une petite sécurité et, et se faire mal par peur de se faire bien, finalement, de se faire du bien. Alors, il s'agit là d'un premier élément qui permet d'illustrer cette force, donc cette relation, ce point par rapport à l'hypocrisie. Mais je pense que pour Nietzsche, cette idée de sortir du troupeau est également très importante. Qu'est-ce que ça veut dire sortir du troupeau? C'est sortir de- du conformisme. C'est-à-dire que la force se décline également pour Nietzsche par la capacité à assumer ses convictions, qu'elles soient d'ordre politique, philosophique, idéologique, euh, et lorsqu'elles sont critiquées par la majorité, évidemment. C'est-à-dire justement lorsqu'elles sont critiquées par ce que Nietzsche appelle le troupeau, savoir quand même ne pas faire preuve de conformisme et suivre ce que l'on pense vraiment. Évidemment, il ne s'agit pas de s'enfermer dans des idées préconçues par fierté, hein, mais de ne pas renoncer à ce que l'on croit ou pense par conformisme. Pas ce que l'on croit par conformisme, mais ce que on va faire semblant de croire certaines choses par conformisme. Et la volonté de puissance d'effort, en fait, ne s'embête pas de conformisme. Je vais encore me répéter, mais cela ne veut pas dire ce que je viens de dire, hein, ça ne veut pas dire non plus que l'on ne peut pas faire comme autrui si l'on pense que c'est la bonne chose. On a le droit d'être d'accord avec autrui, ce n'est pas mal, enfin, le terme est mal choisi, mais ce n'est pas. L'idée, c'est pas non plus qu'on soit obligé à être original pour être original. Pas du tout. Il ne s'agit pas d'être un original pour pouvoir se flatter d'être différent ou unique. Il s'agit d'exalter sa volonté de puissance.
Alors ça, c'est quelques éléments principaux qui expliquent à mon sens plus concrètement ce qu'est la force aristocratique selon Nietzsche. Ce sont que des pistes, hein. Ce n'est pas du tout. Mais on comprend que ce sont le fait de se libérer de la morale et du coup est l'élément libérateur qui permet d'exalter la vie qui est en nous, selon Nietzsche. C'est ça, euh, c'est ça tout le lien en fait qu'il faut faire avec la morale et comprendre son importance pour comprendre euh, en quoi la morale est liée à notre force de vivre. En fait, à partir du moment où on ne raisonne plus en termes de bien et de mal, on peut, on peut agir de manière beaucoup plus instinctive. On n'est plus obligé de tourner cette fois sa langue dans sa bouche, entre guillemets, on n'est plus obligé de réfléchir mille fois pour savoir si ce qu'on fait, si on doit le faire. Si on a envie de le faire, c'est que généralement, on doit le faire. Et bon, évidemment, il ne s'agit pas d'être un Don Juan décervelé non plus, mais voilà. Je vais quand même lire maintenant un petit extrait du Zarathustra qui parle pas là la morale aristocratique, mais du surhomme, qui sont deux choses différentes, parce que le surhomme, c'est plus une figure ontologique. C'est pas quelqu'un euh, que l'on peut vraiment viser en termes de personne. C'est une perfection, on va dire. Mais qui va permettre d'éclairer d'autres points qu'on va quand même voir par rapport vers à ce vers quoi l'homme devrait tendre selon Nietzsche. Donc, le surhomme n'est au service d'aucun idéal, il ne vénère aucun dieu, il ne combat aucune de ses pulsions et de ses tendances, sans pour autant s'abandonner aux désirs sans entrave comme un autocrate affamé de pouvoir ou un libertin sans scrupules. Il n'est ni chaste ni voluptueux, et garde en tout une sorte d'innocence des sens. Il ignore l'amour du prochain à la manière chrétienne, mais éprouve de l'amitié pour ceux qu'il distingue et qu'il choisit lui-même. Il ne maudit jamais, il bénit. Donc on voit dans cet extrait que le surhomme n'est pas du tout là non plus, ce n'est pas comme il dit un libertin sans scrupules, non, 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 pas du tout. Mais c'est quelqu'un qui sait euh, choisir sa vie et qui sait choisir sa possibilité d'existence en fonction de ce qu'il ressent comme être ce qu'il veut profondément. Et ça ne veut et il faut bien comprendre, je reviens à ce que je dis, hein, mais ça ne veut pas dire que euh, on doit, dès qu'on a une pulsion sexuelle ou quoi, devoir s'affaler dessus. Non, 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 pas du tout. Du coup, voilà.